Bonsoir. Nous vous prions d'excuser notre retard, petit problème d'embouteillage, au départ de Paris. Je tenais à remercier ce soir très chaleureusement M. Jacques Masdeharus, maire de Poissy, M. Gilles Forêt, vice-président du Conseil général des Yvelines, M. Vincent Richard Bloch, maire adjoint et délégué aux affaires culturelles de la ville de Poissy, ainsi que M. Jean-François Rénal, conseiller général des Yvelines, pour l'excellent accueil qu'il nous réserve ce soir. Je dis nous, puisque je parle d'abord au nom de mon maître et ami, René Girard, ici présent, et au nom également de l'association que j'ai l'honneur de co-présider avec lui, Association pour les recherches mimétiques, qui préfigure une fondation de recherche scientifique et ambitionne de créer, dans les mois qui viennent, un observatoire du religieux et de la violence. Notre objectif est effectivement de réussir à fédérer les chercheurs du monde entier, car René Girard est traduit en 30 langues aujourd'hui, qui, à des titres divers, s'intéressent à sa pensée, que nous appelons théorie mimétique. Je vous préviens tout de suite. Qu'il soit anthropologue, économiste, théoricien des jeux, théologien, critique littéraire, urbaniste, la pensée de René Girard est à même de fédérer des gens qui aujourd'hui trouvent en elle des moyens extrêmement forts de penser les enjeux du moment, c'est-à-dire la rupture inquiétante des digues politiques et des phénomènes de violence imprévisibles et imprévus, et un religieux d'autant plus impensé qu'il fait retour, ou plutôt dont le retour est absolument impensé. Et la pensée de René Girard est à même aujourd'hui, nous le pensons tous, d'avoir ce rendez-vous avec l'histoire que l'Académie française a bien compris en lui décernant en décembre dernier, en lui offrant, pardonnez-moi, le fauteuil de Bossuet. C'est donc un petit peu dans cette perspective que nous sommes venus, puisque la ville de Poissy a bien voulu organiser cette rencontre et nous avons répondu évidemment avec joie, étant donné que pour nous, Poissy, c'est d'abord et avant tout la ville d'un des premiers grands colloques interreligieux dans l'histoire de l'Europe, colloque de Poissy, 1561. J'ai même apporté, car j'ai trouvé dedans des passages très mimétiques, les textes et discours que Michel de l'Hôpital prononça ici, au XVIe siècle. Peut-être aurons-nous l'occasion de les croiser dans cette discussion. Et puis, donc j'espère d'autres rendez-vous dans les mois qui vont venir, organisés par notre association. Je laisserai donc vite, rassurez-vous, la parole à René Girard. Nous sommes là pour évoquer, pour ceux qui ne le connaissent pas ou le connaissent mal, l'ampleur de son œuvre. Il y a également des problèmes contemporains. J'ai oublié de demander aux organisateurs de cette soirée jusqu'à quelle heure nous devons parler. Je vais en déduire comme un grand, étant donné le retard que nous avons pris, nous avons au moins le droit de parler jusqu'à 8h30, si je ne me trompe en environ. Ça va. Nous parlons 1 heure et vous aurez tout le loisir de poser après à René Girard les questions que vous souhaitez. Donc, comme fil directeur, on pourrait, pour vous présenter brièvement, prendre le très beau livre que vous aviez publié aux éditions d'Eckel Brouwer il y a 2 ans, Les origines de la culture, un livre qui a reçu le prix aujourd'hui et a eu un énorme écho dans la presse, en France et à l'étranger, où vous vous entretenez pour la première fois sur votre enfance, sur votre parcours, votre carrière assez fulgurante de l'école des Chartes jusqu'aux États-Unis. Alors vous êtes natif d'Avignon. Je suis natif d'Avignon. Vous n'êtes pas parisien déjà, ça commençait très mal. Ça commençait très mal, vous pensez, oui, par rapport à... si vous voulez, j'ai de très bons souvenirs, malgré tout, d'Avignon et du Midi. Mais ce que j'ai découvert à Paris, la première chose, au fond, c'est un phénomène très mimétique. Et c'est
l'existence de l'accent du midi. Mais celui-là, c'est une très mauvaise chose. Il a fallu que j'attende d'être aux États-Unis pour comprendre que les méridionaux, en France, sont l'objet d'une discrimination. Il devrait y avoir une société de défense de leur langue, etc. Sous une forme nouvelle, n'est-ce pas? Parce que essayer de restaurer le provençal ancien n'a absolument aucun sens aujourd'hui. En fait, les accents sont en train de disparaître en France. Ça, lorsque je vais à Avignon, je me rends compte. Dans mon enfance, il y avait la radio, et on remarquait que la radio, on constatait toujours que la radio n'avait aucune influence sur les accents. Vous voyez que les gens ne perdaient pas leur accent du midi à cause de la radio. Mais aujourd'hui, c'est tout différent. Et pour des raisons inconnues, au fond, la télévision, elle, détruit les accents régionaux. En tout cas, l'Amérique n'a pas détruit le vôtre. Il pointe toujours très vite. Au bout de quelques minutes de discussion, on revoit des intonations qui ne sont pas du tout américaines. Oui. Mais qui ne sont pas du tout parisiennes. Non plus. Donc ça commence mal. Vous commencez en province, vous rejoignez Paris, alors que vous vouliez au départ préparer l'école normale supérieure à Lyon. Oui. Vous rejoignez Paris dans une école. Oui, mais je ne suis pas sûr. J'ai toujours l'impression. En France, les réserves de puissance de méditation, d'une certaine façon, sont en province. Ça me frappe toujours par le genre de lettres qu'on reçoit. Si vous voulez, la province, il y a quand même beaucoup de gens qui ont encore du temps pour penser, pour réfléchir, et qui ont, si vous voulez, la vie intellectuelle traditionnelle en France, qui consistait à acheter des livres dès qu'on avait 15 ans, et à les garder soigneusement, à les relire, etc. Tout ce côté provincial est quelque chose de méditatif qui manque à Paris, à mon avis, et qui est très important pour la formation des individus. Parce que moi, je suis très autodidacte. Je me suis fait renvoyer du lycée, je n'ai jamais eu beaucoup de succès dans les écoles, et j'ai toujours l'impression d'avoir appris des choses un peu par la bande, ou de les avoir appris dans des endroits où il n'aurait pas dû être, où ce qui m'intéressait n'était pas connu, ou n'était pas directement représenté. Alors, j'ai l'impression que c'était très fréquent chez les intellectuels français, où il me semble qu'il y a quelque chose qui subsiste, que le genre de lecteur que j'attire souvent, c'est celui-là, vous voyez ce que je veux dire, qui s'invente lui-même à l'âge entre 18 et 25 ans. C'est l'âge où vous intégrez l'école des Chartes, après avoir eu terriblement peur des bizutages à la cage, à l'hippocampe de Lyon. Vous n'aimiez pas déjà ces affaires de fou? Non, moi, ma peur de l'école commence en 10e au lycée de Lyon, où il y avait une maîtresse qui me terrifiait absolument. Et ma mère était très indulgente, trop indulgente, disait mon père, et m'a retiré du lycée pour le mettre dans ce qu'on appelait une école de gâté. Et dans cette école de gâté, quand même, on apprenait à lire, à compter, sur le programme, mais enfin, il est évident qu'on passait 3 heures par jour à l'école. Et finalement, je suis retourné au lycée en 6e, puis je me suis fait renvoyer en classe de philosophie. Et vous avez préparé le baccalauréat tout seul? J'ai préparé le baccalauréat tout seul, mais j'ai réussi beaucoup mieux en classe première, où le lycée m'empêchait d'une certaine façon de travailler. Parce qu'on y chahutait si ardemment, avec tant de joie et de plaisir, qu'on avait le temps de rien faire. Alors que l'année suivante, étant seul chez moi, là, je me suis bien travaillé parce que je n'avais littéralement rien d'autre à faire. Donc j'ai préparé l'école des Chartes tout seul, en faisant des thèmes et des versions latines que je fabriquais moi-même, en couvrant des pages, contrôlant mes propres travaux. Mais j'ai toujours travaillé seul. Et vous intégrez brillamment l'école des Chartes, où vous arrivez donc en plein Paris de l'occupation. Dans le Paris de l'occupation, qui était très pénible pour les méridionaux, parce que les méridionaux, c'est la région de la France quand même qui produit le moins de nourriture substantielle. Beaucoup de fruits et légumes, mais pas beaucoup de viande, de beurre, ni de lait en Provence.
N'est-ce pas? Par conséquent, la vie à Paris était très pénible. Et je me souviens qu'au fond, pendant des années, pendant la période du chemin de fer, encore, enfin, on n'arrivait pas à Roissy, il y avait toujours un serrement de cœur pour moi à l'arrivée à Paris. Vous avez le souvenir des années de guerre à Paris. Vous avez constaté là une détestation des villes même. Une détestation des villes. D'ailleurs, je me sens respirer plus librement. Enfin, Poissy est une ville plus qu'honorable, mais je veux dire de sentir la campagne toute proche. Ça, je trouve, c'était épatant. Vous vous ennuyez beaucoup à l'école des Chartes, ou du moins vous ne voyez pas un avenir. Vous ne voyez pas un avenir de bibliothécaire. Non, je ne voyais pas un avenir de bibliothécaire. Mais il y avait des choses qui me plaisaient à l'école des Chartes, l'archéologie, romaine, gothique, et tout ça, mais il y avait des choses comme la paléographie qui me paraissaient assez ardues et ennuyeuses. Et donc, vous n'allez pas tarder à quitter Paris pour les États-Unis. Entre-temps, vous inventez quand même, vous êtes à l'origine, personne ne le sait vraiment, du Festival d'Avignon, puisque vous êtes avec un de nos amis, l'Avignonnais de service à Paris, et vous allez servir Picasso. Grosse exagération. En fait, c'était Christian Zervos, qui était à la ligne de tous ces gens-là, marchands, très connus, érudits lui-même, ami de Braque, de Picasso, etc., qui voulait faire une exposition au Palais des Pins. Et c'était très justifié, d'ailleurs, Picasso a été si content que sa dernière exposition s'est faite au Palais des Pins. Et Christian Zervos a pris un de mes camarades et moi-même pour nous occuper de ceci, parce que mon père était conservateur du Palais des Pins, et le père de mon ami était adjoint aux Beaux-Arts de la ville d'Avignon. C'est-à-dire, c'était un très bon calcul pour se concilier les gens dont il avait besoin pour faire sa exposition. Mais notre utilité dans cette affaire était à peu près nulle. Ça vous permet quand même de passer la main à travers une toile de Matisse en essayant de faire rentrer ça dans votre voiture. L'histoire de clou dans une camionnette. Et vous rencontrez Picasso quand même. Vous rencontrez à ce moment-là. Alors, Picasso arrivait, alors Picasso se plaignait du fait qu'il n'y avait pas d'affiche tout le long de la route numéro 7 pour cette exposition d'Avignon, etc. Il était, vous auriez dû faire de la publicité, vous avez tout ça. Mais enfin, il disait ça plaisantant, il était très très bon humeur. Et surtout, c'est amusant de voir Picasso devant des gens qui lui disaient non, enfin, je ne vais pas vous faire croire que c'est un vrai tableau ici. Visiblement, votre peinture a coulé. Et alors, il disait, mais j'ai fait exprès de le faire couler. C'est un effet pictural. Et à ce moment-là, l'exposition a lieu. Jean Vilar n'est pas loin. Jean Vilar était là. Et il se passe quelque chose qui s'appelle le début du Festival d'Avignon. Oui, et c'était aussi la première année de Jeanne Moreau. Que vous croisez à ce moment-là. Voilà. Et donc, ne vous voyant pas, malgré ces exploits théâtraux, un avenir de bibliothécaire, vous vous ruez sur la première occasion qui vous est donnée de partir aux États-Unis. Parce que les États-Unis, pour les gens d'Avignon, c'est l'Eldorado. Un peu, oui. Il y avait un rêve américain à cette époque, indubitablement. Et plusieurs écrivains avignonnais en ont parlé, d'une certaine façon. Et j'ai participé à ça. Enfin, ou lorsque la possibilité m'a été offerte, je suis parti pour New York d'abord, et ensuite l'Indiana. Et quand même, l'Indiana était assez impressionnant, parce que c'était des chemins de fer à voie unique, dans l'immense plan de maïs qui n'existait pas à l'époque en France, ici, arrivé depuis, n'est-ce pas? Et puis, malgré tout, même l'Indiana, qui est tout près de la côte Est, il fallait toute une nuit pour y arriver, etc. Alors, l'impression d'immensité gigantesque. De campagne, pour le coup. Et très campagne. Mais en même temps, ces grandes universités américaines, pour moi, ça a été aussi quand même quelque chose de très important parce qu'elles étaient ouvertes complètement. Non seulement aux étudiants, mais aux gens qui enseignaient là-bas. Et on pouvait se servir soi-même de livres sans limite. Ça, et alors là, je me suis mis à lire énormément. Donc, j'ai fait mon éducation, même les poètes modernes.
etc. Je n'avais pas eu, où j'avais des camarades d'enfance qui m'intimidaient. J'aimais la solitude. Vous avez rencontré René Char, vous connaissiez oui, vous connaissiez le surréalisme. Le surréalisme, etc. Mais justement, j'aimais pas. C'était pas mon genre. N'est-ce pas? Moi, j'ai lu beaucoup de Marcel Proust, Cervantes, les romanciers, etc. Mais c'était très méprisé à l'époque. Parce qu'il fallait ces petits effets brusques, soudains, ces petits éclairs du surréalisme qui ne m'intéressaient pas du tout. Oui, il n'y avait pas assez de continuité. J'aime les longs raisonnements, calculés. Et puis ça dit peut-être aussi, au fond, ce que ça m'a appris, cette époque-là, c'est le bon sens. Parce que quand même, le XXe siècle en France a beaucoup manqué de bon sens. Vous voyez, beaucoup manqué de bon sens. Et mon anthropologie est un peu une réaction de bon sens contre des tas de choses qu'on a dit qui étaient très à la mode, qui le restent souvent, parce que les gens s'en rendent à peine compte si on ne s'intéresse pas à ces sujets. Vous voyez, mais on aborde un peu l'anthropologie. Nous n'y sommes pas encore. Pas encore. Avant, respectons la chronologie, s'il vous plaît, soyons chartistes. Oui. Avant de faire de l'anthropologie, de vous improviser anthropologue, vous êtes donc obligé de donner des cours de littérature sur Cervantes, sur Stendhal, sur Proust. Non, pas sur Cervantes. Non, pas j'étais professeur français. Mais j'avais lu Don Quichotte. J'avais été très impressionné dans mon enfance par Don Quichotte, par une de ces éditions enfantines. Vous savez, c'était une époque, les années 30, où il y avait des illustrateurs admirables. De toute façon, on aime toujours les choses de son enfance. Et ce volume de Cervantes qui m'a influencé, qui, d'une certaine manière, fabriqué ma théorie du roman, je l'ai toujours. Les illustrations de Jean-Claude Benjamin, Rabier, tout ça c'était absolument épatant. Et une poésie richissime. Et bien sûr, mais Cervantes, c'est grâce à Cervantes que j'ai découvert ce que j'appelle le désir mimétique. Cervantes, il lit des romans, et il devient fou de romans. Comme aujourd'hui, on devient fou de cinéma et de télévision. C'est ce dont parlait Cervantes. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais il faut comprendre que cette fascination artistique emploie toujours les moyens les plus réalistes pour fasciner les gens. Et bien entendu, au XVIe siècle, c'était le roman. Le roman de chevalerie en particulier. Alors, le roman de chevalerie, il se nourrit tellement de romans de chevalerie qu'il veut devenir chevalier. Mais si vous regardez Madame Bovary, ça a l'air d'être très différent. Mais elle se nourrit de mauvais romans aussi, qui a une dame un peu diabolique et démoniaque, qui amène dans son couvent, vous savez, son école. Et là, elle a envie de devenir les héroïnes de ces romans à l'eau de rose, etc., l'amour toujours. Et finalement, c'est la même chose. Le grand écrivain sait qu'il y a une mauvaise influence de la littérature. Loin d'être contre, des gens comme Shakespeare, etc., Dante. Chez Dante aussi, il y a deux personnages qui sont beaux-frères, qui n'ont aucune envie, aucune mauvaise idée dans l'esprit. Et un jour, ils lisent le roman de Lancelot, un autre roman de chevalerie, comme Don Quichotte, comme Emma Bovary. Et il y a un mauvais traître au roi Arthur qui rend la reine amoureuse, ou qui fait tout pour obtenir ceci, pour la séduire pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire pour le chevalier Lancelot. Et ce jour-là, dit Dante, au moment où nous lisions ce livre, le moment vint où la reine et le roi et le chevalier se tournèrent l'un vers l'autre et s'embrassèrent. Et nous nous tournâmes l'un vers l'autre et nous nous embrassâmes. Et ce jour-là, nous n'en lûmes pas davantage. Dit Dante, vous voyez, qui sait comment être prodigieusement suggestif. Et si vous voulez, c'est à partir de choses de ce genre. Mais le plus souvent, les instigateurs du désir ne sont pas des livres, mais sont des individus, des amis, des ennemis, des modèles, n'est-ce pas? Généralement des aînés pour les jeunes gens. Mais là, Dante parle, si vous voulez, du côté néfaste.
redoutable de la littérature. On n'a pas peur de faire ça. Et les modernes, les lecteurs modernes sont si dévorés eux-mêmes par le désir mimétique qu'ils ne le voient pas. Vous voyez, par exemple, Paolo et Francesca, les deux amants de Dante, vont en enfer, bien sûr. Ils sont dans une région assez élevée de l'enfer, c'est-à-dire qu'il ne fait pas trop chaud encore, et parce qu'ils sont pas très méchants, tout ça. Mais ils sont pris par ce désir, et quand même ils perdent la vie, parce que le mari les tue. Et puis ensuite, d'une certaine façon, ils perdent leur âme, enfin, parce que Dante prend la chose très au sérieux. Mais lorsque Georges Sand et Chopin sont partis pour Venise, eh bien, ils se sont pris en Paolo et Francesca. Parce qu'ils voyaient en Paolo et Francesca le modèle de l'amour le plus spontané qui soit. C'est-à-dire, ils étaient plus imitateurs encore que ces premiers imitateurs, mais ils ne le voyaient pas. Et le romantisme ne parle que d'amour spontané. Alors ces scènes sont admirables par la contradiction formidable et jamais entendues par le public qu'elles apportent à ce public-là. On parle spontanéité, etc., au moment où on imite le plus. Et on a vraiment l'impression d'être spontané, car malheureusement, ce désir imité, loin d'être plus faible, atténué, etc., comme le disent nos romantiques, c'est le désir le plus fort. Enfin, c'est le désir égalitaire, et qui s'aiguise de plus en plus à mesure qu'il rencontre, si vous voulez, l'opposition de l'autre. L'opposition de l'autre qui se sent privé. On a l'impression qu'aimer la même chose, c'est être d'accord, nous avons les mêmes goûts, donc nous sommes amis. Mais si nous aimons une chose unique, et Dante est parfaitement capable de définir ceci, il y a les choses qu'on peut partager et les choses qu'on ne peut pas partager. Et le vrai problème est dans les choses qu'on ne peut pas partager. Parce que ce sont les choses qu'on a envie le plus de prendre à l'autre. Alors là, tout à coup, on constate qu'on est de retour dans le plus grand religieux, c'est-à-dire dans les commandements de Dieu. Si vous regardez les commandements de Dieu, il n'y a pas de commandement négatif, sauf le 10e. Et le 10e dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, l'âme de ton prochain, l'âme de son prochain, c'est la Mercedes du prochain, ou je ne sais pas quelle voiture superbe, etc., ni rien de ce qui appartient au prochain. Il y a d'ailleurs une longue énumération, parce que le commandement essaie d'énumérer les choses qu'il ne faut pas désirer. Mais finalement, ce n'est pas les choses qui comptent, c'est le prochain. Et il suffit de dire, tu ne désireras rien de ce qui appartient au prochain, pour donner aux hommes le commandement le plus rigoureux et le plus important sur le désir, et en même temps le plus difficile à observer. Ce commandement est une merveille de puissance psychologique. Et nous ne nous en rendons pas compte. Donc ça, c'est la thèse de votre premier grand livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, qui sort en 1961. Et finalement, le titre est assez explicite, Mensonges romantiques et vérités romanesques. Ce que le roman révèle, c'est du mensonge, du désir romantique, c'est-à-dire ce que tout désir en moi, ce que je crois être ma volonté propre, n'est que en moi la volonté de l'autre. C'est une thèse qui déjà est extrêmement forte et extrêmement violente à l'égard de l'autonomie du désir. Vous semblez dès le départ refuser toute autonomie du désir. Bien entendu, la question de savoir ce qu'on appelle désir. Il y a toutes sortes de choses. Vous voyez, il est bien évident que l'amour maternel n'a rien à voir avec ce dont je parle. N'est-ce pas? Ou même l'amour des enfants pour leurs parents, etc. Mais le désir au sens fort, au sens intense, au sens de la passion. Oui, le sens de la passion. Alors ce désir-là est généralement aussi mimétique que possible. Et je pense que les plus grands écrivains, par exemple Shakespeare, on ne se rend pas compte dans le cas de Shakespeare, et toutes ces grandes pièces. Il y a des pièces, vous savez, qui ont été méprisées, que je crois que les Français connaissent tous le songe de l'humilité.
Et le songe, une nullité, on a l'impression qu'il y a une partie réaliste, il y a ces jeunes gens. Et puis il y a les fées. Alors les fées, souvent, sont traités par les metteurs en scène comme quelque chose ou bien accessoire, ou bien au contraire d'intéressant, parce que c'est pas vrai. Mais en réalité, les fées sont l'excuse que les jeunes gens se donnent, parce que l'un et l'autre sont toujours amoureux de la même fille, et les deux filles sont toujours amoureuses du même garçon. Et ça change 3 fois au cours de la pièce. Alors ce sont les fées qui sont responsables. Et si vous regardez comment les fées fonctionnent, vous vous apercevez que Shakespeare se moque de nous. Parce qu'il y a des parents, au début, qui ont réception. Des parents un peu méchants, qui veulent que leurs enfants marient un tel ou tel. En réalité, pas du tout. Les parents sont perdus, comme toujours, partout. N'est-ce pas? Et ce sont les enfants qui mettent sur le dos de leurs parents ce qui, en réalité, est désir mimétique. Il y a par exemple des phrases extraordinaires qui disent « C'est l'enfer que de choisir l'amour par les yeux d'un autre ». Alors on se dit « Ah, c'est parce que son père va lui faire épouser ». Et Shakespeare veut ce sens-là, parce qu'il ne veut pas être scandaleux. Et il a écrit la pièce pour un mariage princier. On est comme le mariage princier qui est l'occasion la plus mauvaise pour répandre des idées qui ne sont pas subversives, d'ailleurs, qui sont aussi vraies que possibles, mais qui ne sont pas faites pour plaire aux gens, surtout dans une fête de mariage. Et alors, c'est l'enfer de choisir l'amour par les yeux de l'autre. On peut l'interpréter comme étant des parents qui empêchent l'amour d'être lui-même. Et d'ailleurs, c'est le thème qu'exploitent sans fin nos œuvres de cinéma, etc. Ou c'est l'ami qui m'impose mon désir, qui se sujet à mon désir. Et la phrase signifie réellement ceci. Et je pense que Shakespeare, comme tant de grands écrivains, écrivait à 2 niveaux, où il y avait des clichés au départ, d'ailleurs que les critiques continuent à répéter, et puis derrière, il y avait une thèse infiniment plus subtile psychologiquement, qui était ces influences réciproques, les individus les uns sur les autres, n'est-ce pas, et le mal psychologique, les véritables problèmes. Si on regarde beaucoup de pièces de Shakespeare, on se rend compte de plus en plus que c'est de ça qu'il parle, comme la plupart des grands écrivains. Dans votre théorie, déjà qui s'élabore, qui est présente virtuellement entière, tout entière dans ce premier livre, il y a 3 types de modèles que vous mettez en place. 2 types de médiation. Une médiation que vous appelez externe, celle du modèle extérieur qui peut être imitée sans risque, et puis une médiation interne qui est de plus en plus dangereuse. C'est-à-dire voilà. Plus le modèle se rapproche, plus le modèle se rapproche de vous, plus évidemment vous êtes en rivalité avec lui. Alors je pense que l'erreur terrible de Freud, c'est justement de ne pas avoir vu que les relations saines dans une famille, entre parents et enfants, qui ne sont pas de la même génération, qui n'ont pas le même pouvoir, c'est ce que j'appelle la médiation externe. Le fils ne désire jamais vraiment ce que désire son père, n'est-ce pas? Ou il le désire d'une manière en forme de jeu, etc. Mais la rivalité terrible entre père et fils, telle que l'a décrit Freud, à mon avis, c'est une erreur, c'est le fait de familles malades, etc., où les rapports entre les parents et les enfants, cette distance fondamentale n'existe plus. Par exemple, Don Quichotte et Sancho. Alors, vous savez, lorsque les gens parlent de Don Quichotte et Sancho comme ça, ils disent Don Quichotte, c'est la folie idéaliste, et Sancho, c'est le réalisme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que Don Quichotte, pourquoi il devient l'écuyer de Cervantes? Pourquoi il part sur les routes d'Espagne faire l'imbécile, alors qu'il aurait dû rester chez lui avec sa femme et ses enfants, à faire son travail, n'est-ce pas? Pourquoi ce rêve fou? Eh bien, parce qu'il veut que sa femme devienne une duchesse, sa fille surtout aussi, épouse un noble, etc. Et elle pourra faire ça parce que dès que Don Quichotte conquérera par ses prouesses de chevalier errant une île, il fera de Don Quichotte le gouverneur de cette île. Donc il y a un rêve d'aristocratie chez le Sancho Panza qui est son Don Quichotisme à lui, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas croire que Don Quichotte est un individu unique dont on se moque. Si vous regardez les aubergistes ne seront jamais à leur fourneau dans Don Quichotte parce qu'ils lisent eux aussi des romans de chevalerie.
Et il s'excite énormément avec des rêves fumeux, complètement fous. Parce que dit Don Quichotte, c'est nous sommes dans un monde moderne. Chevalier n'existe plus. Jamais existé d'ailleurs, en vérité, n'est-ce pas? Et Don Quichotte, en même temps, on a de la sympathie pour Don Quichotte. Mais il est fou, littéralement fou. Et cette folie, il ne faut pas la diminuer, il faut la prendre très au sérieux. C'est un homme qui, malgré tout, manque à tous ses devoirs, n'est-ce pas? Et il se conduit comme un imbécile. Et là, la médiation reste encore externe. Vous semblez toujours dire que Don Quichotte... Externe, parce qu'il reçoit beaucoup de coups de bâton. Hein, parce qu'il fait des choses tellement folles. Il reçoit les ailes des moulins à vent dans la figure. C'est pas très agréable. Donc, il souffre beaucoup, mais il ne souffre jamais moralement. Il ne souffre jamais moralement parce qu'il n'a pas de rival. Parce que ses rivaux sont des gens qui n'ont ou bien jamais existé, ou existé dans le rêve de certains romanciers, ou alors il y a des siècles. Vous voyez? Mais c'est très intéressant là aussi, parce qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Samson Carrasco, qui est l'intellectuel du livre. Et Samson Carrasco est indigné par Don Quichotte, cet homme de 55 ans, n'est-ce pas, qui quand même est un hidalgo. Hidalgo, ça veut dire fils de quelqu'un. Et c'est l'aristocratie la plus basse dans l'Espagne de l'époque. N'est-ce pas? Mais il est un aristocrate, Don Quichotte. Donc, pour beaucoup de gens sérieux, c'est un homme qui se conduit pas sérieusement. Vous voyez? Alors, il imite ces gens-là, mais il n'est jamais malheureux, parce qu'il ne rencontrera jamais Amadis de Gaulle sur le terrain. Et alors, il y a ce jeune homme, ce jeune intellectuel, qui dit « je vais le guérir de sa maladie ». Et qu'est-ce qu'il fait? Sans s'en rendre compte. Et c'est là où Cervantes, c'est une astuce prodigieuse. Il s'habille en chevalier, il achète des armes, il achète un cheval, et il va trouver Don Quichotte pendant la nuit dans son campement avec son chanson, c'est même pas un campement, et il lui dit que sa belle est infiniment supérieure à Dulcinée, dont Don Quichotte est amoureux. Donc le lendemain matin, ils se battent. Et c'est la seule victoire de toute la carrière de Don Quichotte. Je ne sais pas, il y a un petit caillou qui se met sous le sabot du cheval de ce jeune homme, qui est bien plus jeune, bien plus fort que Don Quichotte, qui donc était absolument sûr de gagner la bataille. Et alors, il la perd, et ensuite il devient fou de rage. Et là, Don Quichotte, Cervantes plutôt, définit la différence entre la médiation externe, qui est heureuse, celle de Don Quichotte, et la médiation interne de Samson Carrasco, qui n'aura pas traîné jusqu'à ce qu'il ait pris sa revanche sur Don Quichotte. C'est l'esprit de vengeance qui l'emporte à ce niveau-là. Et eux sont très proches l'un de l'autre, ils habitent au même village, etc. Vous voyez? Donc il y a des scènes magnifiques et qui sont en même temps sur le plan théorique des rapports humains, des choses d'une importance prodigieuse. Ce que vous mettez au jour là, c'est le schème du désir triangulaire, où le modèle précisément se rapproche et devient rival, peut même devenir obstacle. Et donc le modèle va se mettre à lui-même, prendre le sujet pour modèle, ils vont s'imiter l'un l'autre et se ressembler de plus en plus. Voilà. Et l'objet de leur litige va devenir dérisoire. Va devenir dérisoire, mais devient à leurs yeux, des deux côtés, de plus en plus important. La vraie transfiguration est une transfiguration double. Vous savez, lorsque Don Quichotte devient amoureux du plat à barbe, qu'un barbier portait, le prend pour un casque transformé magiquement et s'empare de ce casque. Bientôt, le barbier lui-même donne une importance à ce casque qu'il ne lui avait jamais donné, de voir le désir extravagant de Don Quichotte pour cet objet bien vulgaire et commun, n'est-ce pas? C'est un barbier itinérant, vous savez, qui va à la campagne. Don Quichotte annonce que c'est les casques de Membrun. Membrun qui est un grand. Donc ce qui produit la valeur de l'objet, c'est la rivalité. C'est la rivalité. C'est la rivalité. C'est la rivalité. Et donc là, vous voyez apparaître un couple qui vous intrigue de plus en plus, parce que vous envoyez des aléas, des avatars dans la littérature occidentale, de Cervantes à Proust, en passant par Dostoïevski, Flaubert. Et ce couple de frères ennemis, se ressemblant de plus en plus dans l'hallucination qu'ils font de l'objet, va devenir pour vous une clé décisive pour rentrer dans la mythologie.
Oui. Mais avant, par exemple, on peut montrer la diversité de ces choses. Par exemple, le snobisme pour ce qui est. On se dit, bon, c'est cette vieille aristocratie de Saint-Germain, il a des raisons, etc. Mais en réalité, plus ces aristocrates perdent de leur pouvoir social réel, plus ils ferment leur salon rigidement aux arrivistes qui les menacent. Donc, plus le désir de quelqu'un comme Marcel, qui est aussi mimétique que possible, augmente. Et alors, bien sûr, lorsqu'il est invité pour la première fois chez les Carpentes, ce n'est que cela. C'est cette expérience du héros de roman. Il va dans la salle où se trouvent les peintres impressionnistes et passe son temps avec les tableaux plutôt qu'avec les individus qui sont devenus inexistants à partir du moment où ils ont cédé à son désir. Et donc cette vanité, ce caractère primordial de la rivalité, vous met sur la piste de la mythologie. De la mythologie. Le thème des frères ennemis devient obsédant pour vous. Oui. Vous commencez à vous enfermer et vous travaillez comme un fou pendant les 10 années qui vont venir. Et ça va être la violence et le sacré. Oui. Mais même sur le conscience gentil, j'avais travaillé un peu. Je n'en doute pas. Mais c'est par le coup. Oui, c'est ça. Parce qu'alors, j'ai passé. Vous savez, aujourd'hui, on pourrait dire, et on n'aurait pas tort au fond, que je fais toujours le même livre. Je le reprends par divers côtés, etc. Et alors, à l'époque, on disait, il part dans la littérature, puis ensuite il passe aux religions primitives. Quel rapport entre ces deux choses? Il y a un rapport formidable. Parce que dans les sociétés primitives, ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas des amours, n'est-ce pas? Mais il y a quand même des systèmes sociaux compartimentés et des formes de désir, n'est-ce pas, qui sont extrêmement réprimées d'une certaine manière, renforcées par cette répression, n'est-ce pas? Et il y a une tendance aux rivalités internes que ces sociétés essayent de réprimer, puisqu'elles ont des interdits qui interdisent au fond les rivalités. Alors justement, c'est là où notre époque, le XXe siècle, a décidé avec Freud que les interdits n'avaient pas de sens, que c'était seulement les problèmes psychologiques des gens qui inventaient les interdits qui les rendaient nécessaires, pas vrai du tout. Parce que les animaux qui, selon la thèse darwinienne, évolutionniste, sont les prédécesseurs de l'homme, sont déjà mimétiques. Et ils ont des rivalités pour les femelles très très intenses. Par exemple, au sud de mon université californienne, de Stanford, il y a une plage où les éléphants de mer, qui sont de très gros phoques, tous les printemps ont des combats terribles pour les femelles. Et on pensait avant que ces combats n'avaient aucune importance, mais on sait aujourd'hui que la durée de vie moyenne des mâles est de 30% de moins que les femelles à cause de ces combats. Et ça n'a pas d'importance sur le plan essentiel de la reproduction qui se fait, etc. Et que les mâles vivent un peu moins que les femelles, sans importance pour la théorie de l'évolution. N'est-ce pas? Mais chez les hommes, ces rivalités n'existent pas. Et qu'est-ce qui les a détruits? De toute évidence, c'est les interdits. Alors dire que les interdits sont contre la sexualité en tant que telle, c'est ce que dit Freud. C'est une absurdité. Parce qu'il n'y a jamais d'interdit absolu. Il n'y a jamais des interdits relatifs aux individus. C'est-à-dire, on vous interdit toutes les femmes du groupe, sauf une ou deux. Et celles-là, non seulement on vous recommande de les épouser, mais parfois on vous ordonne de les épouser. C'est-à-dire que les sociétés primitives essayent de décider à l'avance la carte des mariages et des familles en dehors de toute rivalité, pour ne pas avoir de rivalité. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que... Alors là, c'est le génie de la théorie de l'évolution, qui n'est pas toujours mauvaise, qui est intéressante, de refuser l'idée d'une essence humaine qui ne voudrait pas de ça, parce que c'est trop moche, etc. Non, c'est que les hommes, étant plus mimétiques encore que les animaux, ne peuvent pas se payer le luxe d'avoir des luttes ouvertes. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se terminer
par ce qu'on appelle des réseaux de dominance, vous savez, où un animal domine, l'autre est dominé, etc., ça se terminerait par la vengeance, c'est logique. La vengeance, c'est la violence la plus mimétique qui soit, et c'est une invention purement humaine. Donc, s'il n'y avait pas eu la culture humaine et les interdits, il y aurait sans doute jamais eu d'humanité, parce que les hommes se seraient détruits réciproquement. Tout au moins, c'est ce que la théorie de l'évolution nous dit. Même si vous ne la croyez pas, vous pouvez croire certains aspects de ceci, que des rivalités, des combats à l'intérieur d'une communauté humaine, en dehors du sport, de choses extrêmement réglées, ce n'est pas possible. Parce que ça risquerait de contaminer toute la société et de provoquer des catastrophes. Chez les animaux, non. Et à mon avis, c'est parce que les animaux sont moins mimétiques. Donc l'homme ne peut pas se passer d'interdits et d'une certaine manière de religieux, parce que ce qui fait la force de cet interdit, c'est le religieux. Et le religieux, qu'est-ce que c'est? C'est, dans ces sociétés archaïques, c'est le sacré, mais c'est la violence. Lorsque vous vous portez vers une femme, par exemple, si deux frères se portent vers la même femme, ils vont commencer à se battre, ils vont se faire très mal. Et ils auront l'impression que le Dieu est mécontent. Et ils auront raison, d'une certaine façon. Donc, à partir de ce moment-là, il y aura un interdit absolu. Les deux frères ne pourront jamais se porter vers la même femme. À mon avis, tous ces interdits archaïques sont créés par n'est-ce pas, dans des phénomènes qui se produisent vraiment et qui sont réels et que le bon sens permet de comprendre très facilement. N'est-ce pas? C'est la peur, d'une certaine façon, qui joue un rôle essentiel dans la culture humaine. Mais peur qui a bien, qui remonte, qui fait appel à une mémoire plus profonde. Oui. Ces rites qui canalisent la violence ont une origine. Oui, Cette origine, vous vous êtes appliqué à essayer de la reproduire. Voilà. Alors je pense, si vous voulez, que lorsqu'il y a cette crise mimétique, parce que lorsque vous avez un individu qui désire quelque chose, ça va peut-être attirer un autre individu. Mais s'ils sont deux, ils attireront plus facilement le troisième. Et le quatrième encore plus, et le cinquième encore plus. C'est d'ailleurs ces phénomènes mimétiques qui jouent un grand rôle dans l'Évangile, parce que, par exemple, la femme adultère, que celui qui est sans péché leur jette la première pierre. Pourquoi la première pierre est importante? Parce qu'il n'y a pas de modèle. Il est facile de jeter la seconde pierre, encore plus la troisième, quatrième, etc. La première, c'est plus difficile. N'est-ce pas? Donc, la loi juive dit que pour condamner à mort, il faut qu'il y ait des accusateurs, et ce sont eux qui jetteront la première pierre. Et là, tout de suite, on voit l'importance prodigieuse du mimétisme dans la culture humaine. Ce que vous découvrez à ce moment-là, par le biais de la théorie mimétique appliquée à l'anthropologie, c'est une explication quasi darwinienne sur ce qu'on peut appeler les processus d'hominisation. Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés de d'hominidés, de super chimpanzés? Sinon une surchauffe mimétique plus forte. Une surchauffe mimétique plus forte, donc des crises très graves. Mais lorsque la surchauffe mimétique s'effectue, il y a un moment où la direction du mimétisme se change. Alors, pour préciser les choses, là, c'est assez difficile. Mais, si vous voulez, lorsque les hommes se disputent des objets, ils s'entendront jamais. Ils s'imiteront toujours dans le désir de l'objet, donc ils se battront. Mais à partir du moment où il n'y a plus d'objets, où ils ont été détruits, tout ça, ou consommés, ou oubliés, ou déchirés, etc., il n'y a plus que des antagonistes. Et là, contre le même antagonisme, les hommes s'unissent très facilement, mimétiquement aussi, mais très facilement. D'ailleurs, la politique n'est malheureusement, le plus souvent, rien d'autre que ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les objets nous séparent, puis l'objet, c'est le désir de l'argent, par exemple, de toutes les choses désirables. Mais le combat mimétique peut faire des traînées soudaines, si vous voulez, de toute une communauté, est contaminée par l'hostilité mimétique à un individu particulier. Et c'est ce que nous appelons les phénomènes de bouc émissaire. D'ailleurs, ça n'a pas le sens originel du rite. Bouc émissaire, ça veut dire
une communauté, un groupe qui, mimétiquement, d'un seul coup, est contaminé par l'attitude des autres vis-à-vis d'un seul individu, et tout le monde déteste cet individu, tout à coup. Tout le monde fait confiance à l'autre qui est hostile à cet individu. Et plus nous sommes nombreux à faire ça, plus le phénomène a de force. Et le phénomène se termine, à mon avis, par un lynchage dont on voit les traces dans une quantité de mythes extraordinaires. Alors là, je parle de pays très reculés. Mais lorsque ce phénomène se produit, il ramène la paix. Pourquoi? Puisque tout le monde a décidé de choisir le même adversaire. C'est un truc formidable. Donc, avec une seule victime, on peut se réconcilier. À mon avis, l'origine du religieux le plus archaïque est là. Et l'origine de l'homme aussi. Et l'origine de l'homme, dans la mesure où, à partir du moment où il se les fabrique, ces dieux, mais ce sont, si vous voulez, non seulement des modèles, mais des conseillers. Parce que lorsque cette violence reparaît, elle est toujours attribuée à cette victime. N'est-ce pas? Et cette victime, on va finir par imiter le phénomène qui a réconcilié. Vous voyez, parce que le désir mimétique disparaît lorsque ce phénomène se produit. Mais il ne va pas disparaître pour longtemps. Les hommes étant ce qu'ils sont, ils vont recommencer à devenir rivaux. Alors là, ils ont une idée absolument formidable, que toutes les cultures, même ont toujours eu, essaient de faire le même coup. C'est de choisir une victime délibérément pas trop importante, mais quand même assez importante pour que sa mort impressionne les gens. Et ça s'appelle le sacrifice. Le sacrifice se réfère toujours à un meurtre antérieur qui sert de modèle. Les anthropologues n'ont jamais pris ça au sérieux. Ils ont l'impression que c'était fou. Mais c'est pas fou du tout. Le meurtre antérieur auquel le phénomène se rapporte, c'est ce phénomène mimétique qui fait que la victime est haïe et que se débarrasser d'elle, la tuer en commun, c'est en même temps se débarrasser des tensions dans la communauté, au moins pendant certains temps. Cette seconde victime, vous l'appelez victime de substitution. C'est en quelque sorte le premier symbole. C'est la première fois que quelque chose est mis voilà, à la place. À la place de. À la place de joue un rôle fondamental dans la culture humaine, dans le langage humain. N'est-ce pas? C'est l'idée du symbole. Le symbole, d'abord, c'est le sacrifice. C'est prendre une autre victime. Vous tenez là l'émergence de la sphère symbolique. L'émergence du langage. Oui. Et l'émergence de la formation de ce qu'on appellera dorénavant un homme. Donc l'homme est fils du religieux. C'est là où votre thèse commence à... L'homme est fils du religieux. Et bien entendu, c'est effrayant d'entendre ça, dans la mesure où, d'une certaine manière, c'est surenchérir, c'est faire une genèse darwinienne, non plus de l'ami, de l'homme, n'est-ce pas? Et alors, bien sûr, à partir de là, il faut s'interroger sur le christianisme. Alors, si vous s'interrogez sur le christianisme, ça va paraître au départ encore plus redoutable, d'une certaine manière, parce que ce que vous constatez dans le christianisme, c'est qu'il y a une crise du petit État juif, qui est assiégé par les Romains et qui est de plus en plus étranglé par la puissance romaine. Et la décision de tuer Jésus est prise, au fond, comme une mesure d'assainissement des rapports avec Rome. On va avoir un bouc émissaire commun, et ça marchera peut-être un peu mieux avec eux. On va tous s'entendre contre Jésus, et si vous regardez ce qui se passe, c'est précisément un phénomène mimétique. La foule qui a toujours été pour Jésus auparavant, aucun des évangiles ne nous explique pourquoi à ce moment-là, ils se tournent contre Jésus. Ils se tournent contre Jésus après son arrestation. Et les foules archaïques en particulier, mais même les foules modernes, adorent la violence. Et à l'idée d'un spectacle de violence, d'une crucifixion, à mon avis, ça suffit à mobiliser la foule contre la victime présumée. N'est-ce pas? Par conséquent, vous avez un phénomène qui est très semblable à ce dont je vous ai parlé. Et c'est pour ça que les ethnologues, les anthropologues, les étudiants de la culture ont dit les mythes
les évangiles, mais les évangiles sont certainement dans notre vie, puisque c'est la même chose. C'est la même crise suivie par la même résolution. Et la résolution marche très peu, mais marche un tout petit peu quand même, parce que pourquoi Pilate accepte la crucifixion? Parce qu'il a peur d'une émeute. Il a très peu de soldats, visiblement. Et il a peur d'une émeute. Et en donnant Jésus à la foule, il complète l'unanimité contre Jésus. Et en fait, la foule se calme. Ils rentrent chez eux, paisiblement. Donc, il y a un relatif succès. Et les évangélistes ont tout à fait le sens de ce qui se passe par rapport aux religieux archaïques. Par exemple, le sens de l'unanimité, il est bien évident que Luc, l'évangile de Luc, l'a davantage que les autres évangélistes. Parce qu'il s'est dit, mais il y a un roi du côté de Jérusalem qui s'appelle Hérode. Et dans les autres évangiles, il ne fait pas partie de ceux qui jugent Jésus. N'est-ce pas? Il joue un rôle vis-à-vis de Jean-Baptiste, etc. Mais Luc a tout ramené sur Jésus et a fait d'Hérode un juge supplémentaire qui n'est pas dans les autres évangiles. On se dit ou bien c'est l'un ou bien c'est l'autre. Et ce qui m'intéresse, moi, ce ne sont pas directement les faits, dont certains, mais c'est l'interprétation des faits. Ce que Luc a compris là, c'est que l'unanimité est indispensable. Et d'ailleurs, l'unanimité est mentionnée sans cesse par la première définition que Pierre donne de la Passion, où il cite des psaumes qui, précisément, insistent sur l'unanimité contre une victime sacrificielle. Alors, cette unanimité est très importante et Luc a même le sens qu'elle est réconciliatrice, en étant aussi mauvaise et méchante que possible. Parce qu'il nous dit qu'à partir du jour où Hérode et Pilate ont collaboré pour tuer le Christ, d'ennemis qu'ils étaient, ils devinrent amis. Autrement dit, ils voient une espèce de poussée mythique vers l'Israël. C'est tout à fait extraordinaire. Et alors on dit, il n'y a pas de différence. En fait, il y a une différence formidable d'une simplicité élémentaire, indéniable, et qui montre que les évangiles, et d'ailleurs le Bible tout entier, sont absolument opposés au mythe. C'est quelque chose que personne ne voit dans notre monde, alors que c'est d'une simplicité, et puis c'est pas niable. C'est vraiment de la science. Quelle est la différence entre les évangiles et les mythes? C'est que les mythes vous présentent un phénomène de foule, le meurtre d'un bouc émissaire, du point de vue de la foule. Donc, la victime est toujours coupable. Oedipe a commis le parricide d'inceste. Freud croit que la victime a commis le parricide d'inceste parce que le mythe le dit, mais c'est faux. Et la preuve que c'est faux, c'est les évangiles. Parce que les évangiles et certains textes bibliques précédents sont les premiers textes à contredire le phénomène du bouc émissaire. Jésus est innocent, est présenté comme innocent. Nous ne voyons pas l'importance prodigieuse que ça a, que ça change complètement le sens. Nous le verrions si c'était un phénomène politique moderne. Par exemple, si on nous dit que raconter l'affaire Dreyfus, comme le font les partisans de Dreyfus, et raconter l'affaire Dreyfus comme le font les ennemis de Dreyfus, c'est presque la même chose. Sur les faits, ils sont tous d'accord. Ils savent bien que Dreyfus a été condamné, qu'il est né en telle année, qu'il a passé dans tel tribunal, dans tel tribunal. Il n'y a qu'une chose sur laquelle ils ne sont pas d'accord. Et nous savons que c'est la seule chose qui compte. Il y a ceux qui croient que Dreyfus est coupable et ceux qui sentent qu'il est innocent. Et c'est la différence évangélique. C'est ce qu'a compris Charles Péguy dans ses écrits sur l'affaire Dreyfus. Il a dit qu'il y a quelque chose de christique dans l'affaire Dreyfus, à une époque où la plupart des catholiques étaient très conservateurs et étaient contre Dreyfus. Et d'une certaine manière, Péguy, n'est-ce pas, a défendu la vérité, l'honneur. Mais on peut voir aujourd'hui que sur un plan chrétien, il avait complètement raison. Mais vous voyez, si vous pensez à l'affaire Dreyfus, tout de suite vous comprenez la différence entre le mythe et le christianisme. Donc, ce qui se passe dans ce que racontent les textes évangéliques, c'est l'histoire d'un mythe qui ne prend pas. Qui ne prend pas.
Voilà. C'est les évangiles, c'est des mythes ratés. Mais des mythes ratés grâce au Christ. Parce que le plus étonnant dans les évangiles, c'est que ce n'est pas le texte évangélique lui-même qui nous dit, c'est le texte évangélique qui les dit, mais qui les dit souvent par l'intermédiaire de Jésus et dans des phrases que nous ne comprenons même pas le sens aujourd'hui. Par exemple, juste avant la Passion, Jésus dit à ses auditeurs, expliquez-moi cette parole du psaume, je crois que c'est 118 peut-être. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de fer. C'est une parole qui s'applique à la fois au mythe. La pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est la victime dont je veux parler. Elle devient la pierre de fête parce qu'elle devient le Dieu. Mais c'est une parole qui s'applique aussi au christianisme et qui a un sens à la fois très analogue et très différent. Parce que la pierre rejetée par les bâtisseurs, là, dit la vérité. C'est ça. Et ensuite, elle dit la vérité sur tous les mythes. Alors, si vous regardez les textes bibliques avant, vous vous apercevez qu'il y a toutes sortes de textes où la victime serait coupable dans un mythe et où la victime n'est pas coupable. Si vous regardez l'histoire de Joseph, par exemple, l'histoire de Joseph, c'est un jeune homme qui est expulsé par ses frères. Mais ses frères sont 12 frères. C'est un peu comme une communauté. Il est un peu bouc émissaire. Puis on voulait le tuer, puis finalement on ne le tue pas parce qu'il y a des frères qui ont un petit peu pitié de lui, Judas, mais on l'envoie comme esclave en Égypte. Et puis en Égypte, qu'est-ce qui lui arrive? Une accusation sexuelle, comme dans le cas d'Oedipe. Madame Putiphar, qui dit « Joseph a essayé de me violer ». Et c'est la femme de son protecteur, etc., etc. Tout le monde le croit. Donc vous voyez le rapport avec le mythe. Mais les Juifs, au lieu de dire que Joseph est coupable, nous disent « Ce sont les non-juifs qui croient ces bêtises mythiques. Mais nous savons bien que Joseph est innocent. » N'est-ce pas? Joseph est innocent. Si vous regardez les psaumes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que sur 150 psaumes, il y en a plus de 50, il y en a quelque chose comme 80. Hein? Il y a des gens qui ont fait le compte maintenant, qui nous montrent une victime sur le point d'être lynchée. Et mettant ses accusateurs en accusation, mettant ceux qui l'entourent et qui sont en train de le cerner et qui s'apprêtent à le détruire, demandant à Dieu d'attirer la foudre sur eux, n'est-ce pas? Ce sont les premiers textes où la victime des mythes a la parole. Dans l'histoire de l'homme. Avant, on ne doute jamais du lynchage collectif. Vous imaginez ce que ce serait de vivre dans une société où la violence collective aurait le dernier mot? Mais je pense que l'humanité, pendant la plus grande partie de son existence, a vécu dans de telles sociétés. Elle en a été tirée par le biblique. Et, bien sûr, à mon avis, l'achèvement, le texte majeur, et qui est en rapport d'ailleurs avec tous ces textes évangéliques. Prenez le livre de Job. On nous dit Job, si vous regardez l'histoire de Job, Job c'est un petit tyran local d'un village. Il est adoré par ses concitoyens. Il est le grand patron. Il est une espèce de dictateur. Tout le monde adore. Puis un beau matin, comme dans les pays où il y a des dictateurs, tout le monde se réveille ennemi de Job. Et Job, qu'est-ce qui va arriver? Je n'ai pas changé. Et on le met en accusation, ce qu'on appelle ses trois amis, c'est le début de la foule qui se réunit pour le lyncher. Mais à la différence d'Oedipe, qui dit tout de suite, je suis coupable, Job tient bon. C'est vraiment, il mérite d'être dans la Bible. Parce qu'il refuse l'accusateur. Et il dit, je suis innocent. Et mon Dieu sait que je suis innocent et démontrera mon innocence. Donc là, nous arrivons, sans le dire, au troisième livre que vous publiez, nous sommes en 1978, des choses cachées depuis la fondation du monde, des choses cachées depuis la fondation du monde, qui est en la forme d'un entretien avec Jean-Michel Bourrian, qui est là ce soir parmi nous. Et là, vous annoncez cette thèse d'une écriture judéo-chrétienne qui vient s'appeler « Révéler la vérité de la violence ».
et donc finalement rendre l'humanité plus vulnérable encore, puisqu'elle l'a pris, voilà. Ses protections sacrificielles. C'est-à-dire, la Bible et le christianisme disent aux hommes, le moment est venu d'être sérieux, vous avez eu tous ces boucs émissaires, on a tourné la tête de l'autre côté, mais maintenant c'est fini. Et il faut renoncer à toutes ces béquilles. Ces béquilles, il y a un grand écrivain du Moyen-Âge qui dit présenter le sacrifice comme une béquille pour les hommes. Il faut renoncer à ça. Et alors, on vous dit la vérité. Parce que, pourquoi le Christ est-il tué? Le Christ est tué, il y a deux raisons principales. Il est tué pour montrer aux hommes la vérité, d'abord, bien sûr, mais il est tué aussi parce qu'il est parfait et parce qu'il est le seul à observer les règles qu'il donne aux hommes du royaume de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des règles qui ont l'air d'être très difficiles, mais qui sont très visiblement, évidemment, si tout ce que j'ai dit est vrai auparavant, les seuls qui rendent la paix possible parmi les hommes, c'est-à-dire la réciprocité absolue, le fait de ne pas faire de représailles. De renoncer une fois pour toutes aux représailles. De renoncer à voir dans l'autre l'agresseur contre lequel il faut se défendre, renoncer aux représailles. Donc le Christ est le seul à faire ça. Donc il va être forcément. Je parle de ça parce qu'il y a un théologien qui a dit que mes idées sur le commissaire c'était très bien, mais que d'une certaine façon je faisais de Jésus une victime aléatoire, 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 aléatoire.